AgroSolutions, c'est quoi? C'est quoi cette société AgroSolutions? Donc, AgroSolutions, c'est un cabinet d'expertise, et je le dis bien expertise, le mot est important, conseil en agriculture et environnement. On est une cinquantaine, la majeure partie est basée à Reims, donc dans le Grand Est, mais on intervient sur tout le territoire national. Et en fait, on existe depuis 1970, pas exactement sous cette forme-là, mais parce qu'on anime le réseau d'expérimentation des coopératives agricoles du groupe InVivo. Donc, on a deux gros piliers qui nous différencient. Il y a cette partie très terrain, très agronomique et historique qu'on a vraiment gardée, qui est stratégique pour nous. Et puis, on a aussi une grosse partie projet de recherche parce qu'on aime être à l'initiative de tous les sujets qu'on porte. Donc, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé des sols, ça démarre toujours chez nous par des projets de recherche qu'on transforme ensuite en solutions opérationnelles à proposer à nos clients. Comment l'agriculture s'adapte-t-elle à cette évolution climatique, habiter avec l'eau et habiter avec le soleil? Maintenant, ça va être vraiment le sujet. En introduction à ma réponse, je dirais en effet que donc AgroSolutions, voilà, historiquement, on a cette partie très agronomique terrain qu'on a diversifié il y a quelques années avec pour mission de reconnecter l'agriculture avec les territoires, l'agriculture avec le consommateur final, et Oui, ça passe. C'est pour ça on est dans cette association. Ça passe par les territoires et les filières pour nous. Donc voilà, c'est très important de créer des projets de territoire qui soient résilients et qui soient écosystémiques, oui, assez globaux. Et donc pour répondre à la question sur la partie climat, je dirais que lorsqu'on parle agriculture et architecture, finalement, il ne s'agit pas seulement de végétaliser un mur ou quelques pots dans des jardins partagés. L'objectif pour nous, en tout cas, quand on accompagne nos clients, c'est de réinventer des infrastructures urbaines en les rendant productives, climatiques, énergétiques et évidemment nourricières. oui. Et voilà. Et donc, dans ce cadre-là, pour nous, l'agriculture urbaine, elle va beaucoup contribuer sur la partie climatique parce que déjà toute la végétation produit naturellement un effet de rafraîchissement Oui. par évapotranspiration, par l'ombrage, en réduisant ces fameux îlots de chaleur urbains, Oui. voilà, qui vont être causés par l'imperméabilisation des sols, les matériaux minéraux. Et donc, en fait, une ferme en ville, ça ne va pas rafraîchir seulement nos assiettes, entre guillemets, ça va rafraîchir aussi les quartiers. Les plantes, les sols vivants, l'eau qu'ils retiennent vont agir comme une climatisation naturelle pour tout l'environnement urbain, parce qu'on dit que ça va vraiment rafraîchir de 2 à 4 degrés. Donc, voilà, c'est vraiment pleinement contributeur à cette adaptation au changement climatique. D'accord. Et puis également, on se rend compte qu'avec le changement climatique qui est en train de s'opérer, les agriculteurs sont en train de s'adapter, Oui. d'adapter leur culture. On a envie de mieux comprendre comment le monde agricole réagit également à cette évolution climatique. Oui, bah, l'agriculteur, de toute façon, il le sait bien avant nous, Oui, puisqu'il est sur le oui, terrain. c'est vrai. Donc, il voit tout ce qui se passe, l'agriculteur. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui s'opèrent. En effet, il y a des changements de culture qui s'opèrent. Il y a des changements de pratiques Oui, aussi qui peuvent s'opérer. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on appelle les cultures à bas niveau d'intrants qui sont en train de se développer, les fameuses cultures BNI, donc bas niveau d'intrants ou bas niveau d'impact. Ça va être des cultures qui vont demander moins d'eau et puis moins d'intrants aussi, moins oui, d'engrais, oui, moins de produits phytosanitaires. Et ces cultures-là vont vraiment assurer la résilience de l'exploitation. Et je pense à ces cultures-là parce que parmi elles se trouve le chanvre, le lin, tout ce qui ah oui, justement peut servir après sur la partie matériaux. oui, Donc l'agriculteur, il s'adapte en effet. Et puis ce qu'on voit arriver, c'est que dans le contexte actuel, parce qu'en effet, tu en parles, il y a la partie climatique, puis il y a aussi la partie géopolitique avec les conflits du moment. Et là, il y a un grand enjeu, c'est la partie souveraineté énergétique. quand on parle de souveraineté énergétique,
les accords récents, le décret récent Oui. sur l'énergie, moi j'avais envie de poser comme question, comment l'agriculture est pourvoyeur d'énergie. Donc, en effet, il y a la programmation pluriannuelle sur l'énergie qui vient de sortir et qui est très Oui, ambitieuse, très, ouais, très ambitieuse. ouais, Et donc, sur cette programmation-là, le monde agricole a vraiment un rôle très important à jouer dans la décarbonation de l'énergie. oui, Donc, avec deux mécanismes. D'une part, la méthanisation agricole. Donc là, l'objectif, c'est de transformer les déchets organiques, donc que ce soit les lisiers, les résidus de culture ou les biodéchets en biométhane, qui est vraiment un gaz 100% renouvelable, qu'on va oui, pouvoir injecter dans les réseaux de distribution classiques. d'accord. Et aujourd'hui, enfin, si on peut citer un exemple, il y a la ferme expérimentale de Grignon, donc de l'école AgroParisTech, qui compte une unité récente de méthanisation qui Oui, va produire du biogaz injecté dans les réseaux exploités par GRDF et qui va couvrir les besoins de chauffage d'environ 400 logements, c'est-à-dire près de 1200 personnes. Chaque territoire a sa propre programmation énergétique, mais on voit que ça se développe de plus en plus et on passe d'une méthanisation où on avait l'agriculteur qui avait sa propre unité de méthanisation à des méthaniseurs qui sont plutôt regroupés oui, avec plusieurs agriculteurs. d'accord. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est qu'il y a une impulsion qui est donnée de la part des coopératives agricoles Ah, pour prendre part à cette transformation. Et nous, on anime un groupe de 12 coopératives sur ces fameuses, alors on les appelle les agri-énergies, parce que j'en ai oui, cité une avec la méthanisation, mais je parlerai ensuite de l'agrivoltaïsme. En tout cas, nous, on anime 12 coopératives parce que on fait le constat qu'aujourd'hui, c'est des initiatives qui peuvent être assez isolées sur les 10-15 dernières années. Et nous, on a vraiment envie de redonner la place méritée par la coopérative, d'impulser, d'animer ces agri-énergies. Et donc là, la France a vraiment cette singularité d'avoir toutes ces coopératives agricoles-là pour regrouper tout ce qui est agriculteurs, compétences, capacités. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour la France. comment vous imaginez, avec la connaissance que vous avez des territoires via vos coopératives, comment vous imaginez cette contribution à l'amélioration donc du confort en ville avec cette évolution du climat, quoi. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que l'agriculture se raisonne par territoire. On ne peut pas raisonner une agriculture au niveau national. Donc, il faut D'accord, vraiment que ça se raisonne par bassin de production. d'accord, Et donc, pour ça, il faut que l'agriculteur, mais surtout la coopérative, ait une vision exhaustive de son territoire, c'est-à-dire quels sont les projets qui vont arriver, quels sont toute la partie juridique, les SCOT, les SDAGE, tout ouais, ça, pour qu'ils ouais, sachent exactement où sont ces aires d'alimentation de captage, quels sont les projets énergétiques qui vont arriver. Parce que, encore une fois, l'agriculture, ça se raisonne vraiment à un niveau territorial. absolument. Et demain, en effet, ce qu'on peut imaginer, c'est que tous les bassins de production vont clairement changer. Et donc là, il va y avoir un vrai rôle des coopératives d'aller conseiller ou en tout cas accompagner l'agriculteur dans ces changements de pratiques. Parce que là où on se fournissait peut-être de tomates principalement en Espagne et en Italie, ben demain, ça va plutôt être français. Donc, quelle opportunité c'est? Pareil pour la partie arboriculture, tout ce qui est fruits, D'accord, ça va plutôt redescendre en France. d'accord, Et donc, c'est aussi une opportunité. C'est bien aussi une sûr, opportunité pour l'agriculture bien française, sûr. mais ça va demander une transformation et ça va demander aussi des financements. Le grand sujet, c'est comment aujourd'hui est-ce qu'on finance cette transition? L'agriculteur, enfin, je veux dire, depuis toujours, il est prêt à changer, à s'adapter. C'est un chef d'entreprise, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à l'oublier. Oui, 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 bien sûr. Et, et donc, et donc, un chef d'entreprise, il fait face à pas mal d'enjeux. Il est tout le temps en train de se questionner et de Ouais, s'adapter. Et du coup, ce financement de la transition, par qui il est fait demain? Oui, l'Europe est un contributeur, en effet, avec tout ce qui était France Relance, une belle enveloppe qui avait été mise en place. Il y a aussi les agences de l'eau qui financent également cette transition, ouais, les collectivités également, ouais, les aménageurs, parce qu'en fait, il y a un mécanisme qui est très, très important et dont on ne parle pas assez, que sont les paiements pour services environnementaux, les fameux PSE. Et les PSE, ça va être, on va rémunérer les agriculteurs qui vont apporter justement
un effet sur la partie climatique, biodiversité, eau, et qui va être rémunéré soit par une structure privée, donc ça peut être un aménageur, ça peut être par des primes filières par les agro-industries, ou par des acteurs du public. Alors, il y a beaucoup de PSE, donc de paiements pour services environnementaux, qui sont mis en place aujourd'hui, plutôt drivés par les agences de l'eau, donc sur une partie qualité de l'eau. D'accord. Mais nous, on est en train de travailler justement sur des PSE, la mise en place de PSE sur une partie biodiversité. Et quels sont D'accord. les mécanismes? Est-ce qu'on part sur du crédit carbone, comme on l'a fait sur le marché du carbone? Est-ce qu'on part sur des crédits biodiversité? Est-ce qu'on part sur des PSE? Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire aujourd'hui, l'agriculture peut vraiment être contributeur à ce changement climatique de façon positive parce qu'il va fournir de l'énergie à travers la biomasse agricole, parce qu'il a des vocations paysagères, une vocation paysagère qui est énorme, une vocation économique, sociale, etc. Mais il n'y arrivera pas tout seul. Il aura besoin de financement. Chez AgroSolutions, on accompagne depuis 2018 la mise en place de projets, alors pas photovoltaïques, mais agrivoltaïques. Donc, Agri, c'est-à-dire, voilà, jusque-là, on mettait des panneaux sur les toits. Enfin, on met oui. toujours, et évidemment, il faut que ce soit la priorité numéro un. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est que la PPE, donc la fameuse programmation, est tellement ambitieuse que ça suffira peut-être pas. Donc, D'accord. comment est-ce qu'on réfléchit à aller plus loin en mettant des panneaux sur les parcelles agricoles? Mais en D'accord. revanche, il faut que ça soit bien fait parce qu'il faut qu'il y ait une vraie rencontre entre la partie énergétique et la partie culture qu'on met sous les panneaux. L'idée, c'est pas d'avoir des projets à Libye et de mettre des panneaux sur des parcelles et que l'agriculteur change de métier et qu'il devienne énergéticien. Ça, c'est justement ce qu'on veut empêcher. Et donc, comment est-ce qu'on construit avec l'énergéticien et notre agriculteur pour développer sous les panneaux des cultures qui soient à valeur ajoutée et qui soient bénéfiques pour justement le système de l'exploitation agricole au global. Donc ça, on travaille dessus. On travaille environ sur près de 200 projets. D'accord. D'accord. Donc c'est assez, voilà, c'est assez ambitieux. Il y en a encore assez peu qui sont sortis de terre parce que travailler à cette harmonisation, ça demande du temps. Mais en tout cas, il y en a plus de 200 qui sont en cours et analysés chez nous, chez AgroSolutions. J'avais, pour terminer cette interview, une question sur la démographie. Vous savez qu'on est dans une période démographique extrêmement nouvelle, très importante, qui va avoir des conséquences dans notre pays et en Europe, et notamment sur les activités du monde agricole. Vous dire que on allait éventuellement peut-être plus produire en France du fait de l'évolution climatique, mais pour une population vieillissante, voilà, on ferme des écoles, etc. Il y a une révolution démographique. Comment l'agriculture se positionne vis-à-vis de cette évolution démographique? Au niveau de l'agriculture, il y a des sujets de transmission. Aujourd'hui, il n'y a plus de repreneurs. Donc ça, évidemment, ça a fait le lien avec ça, parce qu'aujourd'hui, Absolument. voilà, les exploitations sont tenues par des chefs d'exploitation qui ont, je crois que la moyenne d'âge, ça doit être 55 ans, entre D'accord, 55 et 60 ans, et qui ont du mal à trouver des repreneurs. d'accord. Donc pour eux, l'enjeu, ça va être de rendre leur ferme, entre guillemets, le plus glamour possible pour que ça Oui, donne envie à des jeunes de s'installer. oui, Et ça va passer par des pratiques agricoles plus vertueuses, une d'accord, proximité avec les villes, parce d'accord. qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont peut-être moins envie d'aller vivre à des kilomètres Absolument. des villes et puis justement de bénéficier d'aucun service. Oui, Et puis, tout ce qui est mise en diversification du revenu agricole. Et ça passe notamment par la partie énergétique, circuit court. C'est là où on va avoir des productions qui vont être à plus forte valeur ajoutée, qu'on va aller peut-être distribuer au niveau de la restauration collective ou alors au niveau des restaurateurs. Donc, tout ce système-là doit changer pour qu'on trouve des repreneurs plus facilement. Après, en effet, au niveau européen, c'est compliqué. Par contre, dans le monde, la population continue de grandir, hein. oui, oui, bien sûr, Donc, mais c'est notre sujet, peut-être qu'en effet, et voilà, il y aura aussi un sujet vrai européen. sujet d'export qui Oui, va se développer. Et qui dit export dit des tailles un peu plus importantes des exploitations. Et ce qu'on remarque, c'est que demain, il y aura sûrement une dualité entre des fermes qui resteront assez petites avec du maraîchage ou de l'arboriculture,
puisqu'on va pouvoir enfin en cultiver, comme il Oui, fera un peu plus chaud. oui, Et de l'autre côté, la dualité, c'est qu'on aura des très grosses fermes grandes cultures. Alors, j'ai l'exemple du Brésil en tête, évidemment, on n'en sera pas là, mais en tout cas, on va s'en rapprocher. C'est-à-dire des exploitations qui se remembrent au fur et à mesure. Donc, on va passer de 150 à 500 hectares. Et d'accord. là, on va faire de l'export de Donc, céréales, beaucoup plus. le sujet est à plusieurs échelles. Euh, Effectivement, donc ça rebondit sur cette réflexion sur les territoires à différentes échelles qu'on a Mmh. effectivement dans l'aménagement. Donc on voit que vous avez donc des exemples, et c'est ça qui est très intéressant, des exemples d'évolution donc des exploitations. Vous avez des exemples d'évolution des pratiques donc par les agriculteurs, et puis cette évolution sur l'énergie qui est également quelque chose de très important. Et c'est sur ces évolutions-là que on voulait vous interviewer aujourd'hui pour partager effectivement avec le monde de l'aménagement des territoires ces évolutions. Et je pense qu'il y a effectivement, dans le cadre de notre futur thème 2026, art urbain dans les territoires, comment vivre avec la chaleur, avec le soleil, je veux dire. Voilà, on comprend qu'il y a des pistes d'évolution. Et si vous avez effectivement ces exemples en tête, on sera très intéressé de pouvoir les partager, notamment avec les nouveaux élus suite aux échéances municipales du mois de mars. Merci Mmh. beaucoup, Ludivine. Merci beaucoup pour cet éclaircissement pour ces points de vue. Et puis à bientôt. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.